اختيار؟ يا ولد. Très bien, Ramadan Moubarak. Je me présente, je m'appelle Azawi, membre du ICES, chercheur du ICES. Je travaille auprès du programme des Nations Unies pour le développement. Je gère un programme intitulé Harmonisation et évaluation des politiques publiques. C'est le programme dont je suis en charge. J'avais également travaillé dans les agences de développement, ADS, l'ANSOA, c'est l'Agence nationale de développement des zones des oasis et de la mer. Voilà, donc j'aimerais également vous connaître rapidement, le nom, la fonction, voilà, si vous êtes étudiant ou fonctionnaire, et en quel domaine. Voilà. Commençons par madame. Najat Fenekbas, docteur en droit public. Vous travaillez, madame? Oui, commissaire judiciaire division. Saïda, assistante sociale, centre d'accueil. Donc, quelle assistance sociale? Rattachée à quel ministère? C'est un ministère social. D'accord. نخي رجاء infirmière au ministère des évaluations de la région de Marache et étudiante chercheur master d'organisation mondiale du commerce et échange international. Nadine Belgi, docteur en chercheur pour migration et développement. Je prends les migrations. C'est géré de manière gérée. Mahidine Youkidi est responsable de développement des ressources humaines dans un organisme de microfinance. Rahim Sarghani, étudiant-chercheur, son cycle de doctorat, ma thèse articulaire le développement territorial de la gestion des ressources en eau. Al-Moudine Demouni, étudiant en master en management et développement social. Enchanté. Vous êtes de quelle nationalité? Du Tchad. De Tchad, enchanté. Rachid Zawi, master en économie sociale et solidaire, chargé du programme au niveau ANSA. Et oui, combien de master en management et développement social? Naïma Idoara, étudiante chercheur en management de l'économie sociale. Chez Jalil ici. Allez-y, Chez Jalil ici, Lauréat en management de développement social. Hilal Bargash, cadre du ministère du développement social, la famille, la femme, la direction de la femme. Je m'appelle étudiante chercheur en master en management de l'économie sociale. Je suis étudiante chercheur en NDS, membre du CERS, et je suis approvisionneur régional chez moi. Enchanté, madame. Donc, voilà. Donc, ma contribution, s'il vous plaît. La contribution, donc, c'est beaucoup plus une contribution professionnelle qu'une contribution académique. Donc, ça peut-être, je vais compléter ce que les professeurs vont peut-être présenter avant. Voilà, donc, il s'articule autour du développement territorial au Maroc, selon l'évolution suivante de l'approche territoriale à la gouvernance territoriale en passant par la planification territoriale. Donc, trois moments. L'approche territoriale comme vision,
important. Voilà. Donc l'approche territoriale comme vision en développement. Donc, il s'agit ici de poser la question comment les acteurs doivent agir et pourquoi, pour quelles raisons, etc. Donc c'est la vision, c'est vraiment une question beaucoup plus stratégique et de haut niveau. La deuxième composante, c'est le plan communal de développement comme outil d'action. Donc ça, on est vraiment dans l'opérationnel. Donc c'est des choses que je vais aborder avec vous juste après cette première présentation. Je ne pense pas qu'on aura le temps d'aborder la question de la gouvernance territoriale, parce que c'est également très très importante. C'est la question de la qualité du développement. La gouvernance territoriale, c'est la qualité du développement territorial. Je ne pense pas qu'on aura le temps, mais on aborde au moins les deux premiers éléments. Donc pour la première partie de mon exposé, on va peut-être parcourir les éléments suivants. Donc, pourquoi l'approche territoriale? On passe par la définition de quelques concepts liés à l'approche territoriale. Ensuite, la vision territoriale, en articulation avec les politiques publiques, les fondements, les principales étapes, l'importance de l'analyse du capital territorial, la planification stratégique, etc. Donc, voilà. Je commence par la naissance de cette approche territoriale. Donc, il est venu suite à un échec enregistré au niveau d'un ensemble d'interventions publiques. À titre d'exemple, ces interventions ayant été marquées par une logique up-down, une logique centrale. Et donc, à titre d'exemple, les grands projets nationaux, tels que l'industrialisation en Algérie, surtout l'industrie lourde. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste de ça? D'autres exemples, on peut en citer plusieurs. Donc, la rivière géante de Kadhafi, donc c'était un grand projet. Il est également tombé en eau. Et également d'autres programmes sectoriels unidimensionnels, des programmes n'ayant pas pris en considération la multidimensionnalité des développements. Donc, à titre d'exemple, Moqawalati, il était conçu dans une logique uniquement peut-être d'accéder, c'est de chercher l'emploi sans prendre en compte, par exemple, les conditions bancaires, le projet de production, etc. Donc, je vous passe rapidement. L'habitat insalubre qui également qui pousse comme des champignons, donc ils vont vite. On n'arrive pas au Maroc vraiment à éradiquer totalement l'habitat insalubre. Donc c'est parce que c'est une vision techniciste. Il ne s'agit pas du tout de déplacer une population d'un ville vers peut-être des immeubles, etc. Mais c'est beaucoup plus un déplacement économique, administratif, social, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, c'est des visions unidimensionnelles, donc qui ne verront pas la réussite. Et donc, voilà, donc c'est quand même, ils sont limités. Donc, ce modèle, ce mode de développement, donc il a démontré ses limites, d'où l'échec. Et voilà, donc vraiment, notre vision doit s'imposer. Donc, c'est une dépendance territoriale parfois, un développement qui a généré des inégalités, aussi bien spatiales, des inégalités sociales, économiques, etc. Un modèle de développement qui a été derrière plusieurs phénomènes négatifs, l'exode rural, l'incompétitivité territoriale, etc. Et donc, on arrive maintenant à bout de ces approches limitées pour passer à une autre, pour faire cette conséquence, donc surtout la remise en cause radicale des rôles centrales de l'État. Donc, sur le plan chronologique, le cas du Maroc, et on va revenir à ça par la suite. Donc, il y a les années 60, juste après l'indépendance, jusqu'aux années 80, et ensuite les années 90, les années 2000, etc. Et chaque décennie était marquée par un paradigme testé,
pour trouver des réponses à la problématique du développement. Et donc, l'échec de ces modèles, donc, ils ont voilà, derrière la remise en cause radicale des rôles de l'État, l'échec des politiques également qui doivent être refaites et refondues face à ce développement orchestré par l'euro, un développement central, un développement up-down, un développement qui voit dans le territoire comme passif, comme capital passif et non actif dynamique. Et donc, devant toute cette situation, le développement local, territorial se présente comme alternative. Et donc, 3 éléments essentiels dans cette nouvelle vision. Introduire une logique de développement par le bas, donc c'est la manière, au lieu de l'eau. Ensuite, initier une nouvelle stratégie de développement qui devrait faciliter l'essor des espaces peu développés, ça veut dire rattraper les écarts territoriaux. 3, redéfinir les compétences et les attributions entre le central, le local, entre le national, le territorial. Voilà donc, et également la valorisation des ressources locales. Donc un modèle, bref, orienté territoire et axé acteurs locaux. 2 éléments, deux idées principales, le territoire et l'acteur territorial. Donc 2 choses à retenir. Alors rapidement, quelques définitions que peut-être vous avez vues avec Cyril avant moi. Donc ces concepts liés à l'approche territoriale que vous allez trouver dans la littérature lorsque vous lisez quelque chose sur le développement territorial. Donc l'approche, qu'est-ce que ça veut dire, une vision réfléchie, le territoire territorial lié au territoire. On va revenir au territoire. Intégrer, c'est multisectoriel et multidimensionnel. Il y a intégré, il y a intégratrice. Quelle est la différence entre les deux? Est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre les deux? Une vision intégrée et une vision intégratrice. Hein? Quelqu'un peut me dire comment peut-on nuancer entre les deux? Intégrer, c'est intégrer dans une logique générale, dans un programme par exemple, ou une politique. Oui. Intégratrice, c'est qui fait intégrer ou adhérer d'autres éléments. Très bien, donc génériquement c'est GIS, c'est ça la définition. Alors reliez maintenant cette définition avec le développement. Pour moi, restez dans le développement. Développement intégré, intégrateur. Voilà, développement intégré ou développement intégrateur. Bien, vision intégrée, vision intégratrice. Donc, intégré, c'est multidimensionnel, multisectoriel. Intégratrice ou intégrateur, voilà, multi-acteur, multi-partie prenante. Voilà, donc c'est ça la différence entre le. Alors, la stratégie, c'est également une méthode analytique ordonnée pour produire une décision. Ce terme stratégie est normalement émane de la sphère militaire. Donc c'est vraiment c'est la manière d'attaquer, l'angle d'attaque, etc. C'est la stratégie. Donc pour le développement, c'est également la même chose. C'est comment je dois planifier, etc. Voilà. Alors pour c'est également, vous pouvez trouver quelle est la différence entre une planification stratégique et un plan d'action. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes, la plupart d'entre vous, vous êtes professionnels, surtout dans le développement. Et vous allez demain, dans votre travail, vous allez trouver quelle est la différence entre planification stratégique. C'est dans le long terme. Hein? Oui. Oui. Allez-y. Quand on parle de planification stratégique, ça porte sur le long terme. C'est-à-dire que c'est une projection future. Voilà. D'accord. Et pour le plan d'action, si vous voulez, c'est ponctuel. D'accord. Oui, c'est ponctuel, oui. Et dans le cadre de notre travail, oui. On peut dire que l'opérationnalisation de la stratégie, c'est à travers le plan d'action. Et réellement, comment ça se présente, par exemple, pour le tourisme en vision 2015. Vision 2015 est une vision stratégique qui trace, qui définit les grandes orientations stratégiques pendant 10 ans.
C'est ça la question du temps qui a été signalée par mademoiselle. Donc, les orientations stratégiques. Un plan d'action, il pourrait être un plan d'action annuel. Hein? Dans les Nations Unies, on dit annuel work plan. Donc, c'est un plan d'action annuel ou bien Déterminé dans le temps. déterminé dans le temps et plus opérationnel. Donc, c'est orienté opération. Le plan d'action est orienté vers l'exécution, axé sur les résultats, etc. Voilà, donc c'est quelques définitions. Aussi, le développement durable, vous le connaissez, donc c'est un développement qui répond aux besoins de la génération présente, actuelle, sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux autres. Donc ça, c'est une définition de Madame Brundtland, vous allez peut-être la trouver au niveau des documents. Madame Brundtland était l'administratrice du PNUD, du programme des Nations Unies. Donc en 1990, elle était derrière cette définition qui est voilà. Alors d'autres terminologies maintenant qui circulent, donc telles que le développement socialement durable. Ça veut dire un développement qui prend en compte la composante sociale. Ce n'est pas individuel. On peut générer la richesse au niveau d'un pays. Par exemple, dans le monde, 2% des plus aisés, 2% des plus aisés ont peut-être la fortune de 60% des moins aisés. Donc c'est ça l'inéquitabilité, le déséquilibre. L'inéquité, l'injustice sociale, etc. Et donc, c'est pour cela qu'on parle également d'un développement socialement durable. Ce n'est pas un développement durable unique. Alors, tout récemment, on parle également d'un développement humain durable. Donc, vous avez peut-être, si vous avez suivi le master de management de développement social, c'est Amartya Sen qui a été derrière cette notion de voilà, la notion de capacité de justice sociale, etc. Mais surtout les capacités, ça veut dire le renforcement de la capacité individuelle, sa capacité d'instruction, de santé, de bien-être, etc., de bien-être, de bien-avoir. Et donc, ça, c'est le développement humain. Maintenant, le développement humain durable, ça veut dire également investir dans vraiment les chantiers durables, tels que l'éducation. Donc, c'est des notions vraiment nouvelles. Peut-être, donc c'est juste à titre de rappel. Et tout récemment, bon, enfin, c'est pas tout récemment, le dernier concept, c'est la bonne gouvernance, maintenant qui est venu d'une manière transversale, qui transcende toute vision du développement, que ce soit dans le privé, dans le public, etc. Donc, on parle beaucoup de la bonne gouvernance, et si on aura le temps, on passera à la bonne gouvernance territoriale. Alors, le territoire qui est objet de notre présentation, c'est un ensemble complexe de dimensions, multidimensionnelles, matérielles, ça veut dire ressources naturelles, etc., et immatérielles. Le culturel est également une ressource de territoire. Et donc c'est complexe, donc c'est un croisement également de plusieurs logiques sociales, économiques dans un territoire, n'importe quel territoire. On prend une commune, une région, il y a toujours cet aspect de jeu d'acteurs. Il y a cet aspect de croisement de plusieurs logiques. C'est également une donne à géométrie variable. On ne peut pas vraiment cloisonner un territoire. Le territoire est dynamique, il est ouvert sur d'autres territoires. Je pense que, comme ça, les cerises de Moulay-Bousséhan, il y a une connexion entre les cerises de Moulay-Bousséhan et les marchés de l'Europe, par exemple. Les fraises. Les cerises et les fraises. Également les cerises de Sfro. Donc c'est des territoires qui sont ouverts au niveau de l'artisanat, au niveau de port, etc. Donc c'est des territoires à géométrie variable. Également, on peut poser la question pour le tourisme. Par exemple, le tourisme à Fès. Où commence le tourisme à Fès? Ou bien à Marrakech. Donc, il dépasse la géométrie territoriale. Peut-être il commence à l'aéroport de Casablanca. Ou même Fès, il commence dans les tours opérateurs de Paris. Ou bien donc, c'est vraiment une zone à géométrie variable. Et les logiques sont vraiment variables. Et donc, c'est pour cela que la notion de territoire est complexe.
Donc le territoire, ce n'est pas une unité dessinée, hein? Noir, c'est blanc, comme ça, c'est le territoire, c'est la région, c'est la commune Rousselias, mais c'est beaucoup plus un ensemble complexe à géométrie variable où il y a plusieurs dimensions. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'approche territoriale? Donc, l'approche territoriale, il pourrait être définie comme suit. Donc, c'est une approche globale et intégrée, c'est pour définir sa dimension. Également, c'est une approche transversale et ascendante. C'est une approche participative et équitable. Et c'est une approche axée sur le territoire. Ça veut dire valorisation des spécificités territoriales et la compétitivité à long terme. Donc, c'est un petit peu la vision territoriale. Je continue toujours de creuser dans cette approche territoriale. Donc, la planification territoriale dans l'approche territoriale suppose la prise en compte des ressources des territoires, l'implication des acteurs et des institutions, c'est peut-être le cours que vous avez fait cette matinée, la coopération avec les autres territoires et l'articulation avec les politiques régionales, nationales et internationales. C'est également un développement selon une approche territoriale, c'est également un développement endogène, donc un processus et non un état. Donc pour l'approche territoriale, c'est dynamique, c'est pas un état statique, ça veut dire comme une photo, c'est beaucoup plus, ça ressemble beaucoup plus à un film qu'une photo. Donc c'est dynamique, c'est un processus, c'est un changement continu et c'est une transformation. Donc le concept de développement est conçu selon cette approche comme construction continue, comme transformation. Également, c'est un processus global, une démarche à caractère horizontal et intersectoriel. Et c'est une dynamique endogène par opposition à exogène. Donc, endogène, ça veut dire à l'interne. Et donc, ici, ça appelle ce qu'on appelle la compétitivité territoriale, ou bien l'impératif de la compétitivité territoriale. Donc, je suis un territoire, j'existe, hein, je suis entouré par d'autres territoires, donc c'est une relation d'interaction hein, et de compétitivité. Alors, voilà, donc je passe par... Bon, voilà, donc c'est juste un rappel, si on traite le cas marocain. Donc c'est la chronologie des approches, avant d'arriver à ce qu'on est aujourd'hui, à l'approche territoriale. Donc, le Maroc, en tant que pays, suite également à sa position géographique, à sa proximité de l'Europe, à l'existence de pas mal de bailleurs de fonds influents dans les politiques publiques, a été marqué par un ensemble de paradigmes. Paradigme, ça veut dire hein? Un concept fort et qui change. Lorsqu'on dit changement de paradigme, ça veut dire un changement substantiel dans notre vision. C'est ça le paradigme. Et donc il a été traversé par un ensemble de paradigmes universels. Ça n'est même pas dialogue. Ça, c'est un constat, hein, plus ou moins. Hein? C'est ça le problème à mon sens. C'est pas approprié. Ça pose le problème d'appropriation. Et aussi de la non-compatibilité de la réalité locale avec la réalité extérieure. Oui. Au moins, il y a le problème de. On peut apporter de bonnes pratiques, on peut s'appuyer sur ce qui se passe dans le monde, mais une condition est nécessaire. Voilà. Mais une condition est nécessaire, c'est l'appropriation. C'est l'appropriation qui fait défaut. Oui. Oui, allez-y. Excusez-moi de vous interrompre. Je veux juste revenir au champ conceptuel
malheureux, à mon niveau bien sûr, c'est que les élaborateurs de la politique publique axent leurs actions davantage sur ces concepts. Mais ce n'est pas le concept, ce n'est pas les notions qui manquent. C'est plutôt l'action sur le terrain qui doit être efficace et efficiente. Par exemple, on veut élaborer, on veut mettre en place un projet de développement, après on doit adopter l'approche je sais pas quoi, pardon. C'est pas ça le plus important. Et surtout que ces approches sont toujours sont pas trop connues chez la population. Donc, surtout que ces projets de développement sont mis en place souvent dans des zones, je dirais, enclavées, défavorisées, où la majorité de la population est analphabète. Par exemple, quelqu'un dans le sud du Maroc ne va pas comprendre qu'est-ce que l'approche participative. Exact, oui, c'est tout à fait. Donc c'est pour cela qu'il y a des prérequis dans le développement. Avant d'investir dans ce qui est vraiment matériel, il faut investir dans l'élément humain, dans les acteurs locaux, etc. C'est un petit peu l'importance de l'approche territoriale. Il favorise les acteurs locaux, il favorise l'élément humain, il favorise ce qui est local, les ressources locales, etc. Le savoir-faire local, c'est l'intérêt de l'approche territoriale dont on est en train de parler. Donc pour le Maroc, il a été quand même traversé par ces approches. Donc au début, juste après, à la veille, au lendemain de l'indépendance, on a vécu l'approche économique, de rentabilité d'investissement, etc. Ensuite, l'approche du développement national, les grands projets centralistes, etc. Et l'approche sectorielle, par secteur, cloisonnée, chaque secteur, et même actuellement, ça continue. Je travaille dans ces problématiques des politiques publiques. Je suis renseigné sur bien rapproché de la problématique du monde de convergence, etc. Bon, alors, à partir des années 90, on a commencé à vivre d'autres approches. Donc c'est là où on parle de l'approche participative pour la première fois pendant les années 80, vers la fin des années 80 et début des années 90. Également l'approche, d'autres approches actuellement comme le développement alternatif développé par Samir Ami, que vous connaissez. Le développement, les approches les plus récentes. Les plus récentes, c'est surtout l'approche droit et l'approche genre et l'approche droits humains. C'est surtout l'approche droits humains. Donc maintenant, ce qui est considéré, c'est pas le taux, par exemple, d'alimentation en eau potable, on est à 95%, ou bien on est à 90%, mais c'est 5% qui ne sont pas servis. Selon l'approche, la vision droit, l'approche droit, c'est les exclus d'un service d'une manière normative. Voilà, donc c'est ça la spécificité de l'approche droit. Et donc c'est vraiment généralisé, c'est beaucoup plus l'équité sociale, la justice, etc. Et donc surtout ces approches de droit, elles sont appelées à vraiment amplifier, à être amplifiées par la pression sociale. Actuellement, donc, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, etc., c'est beaucoup plus. Dans d'autres pays, c'est la pression sociale, c'est les droits, c'est la démocratie, c'est la participation, etc. Voilà, donc deux générations d'approches, l'avant 90 et l'après 90, qui sont. Voilà. Donc, toujours dans le cas du Maroc, donc, un développement territorial, des politiques publiques, ils sont présentés comme suit. Il y a un portage politique, mais il est inachevé. Un portage politique, on peut illustrer. Donc, il y a déjà un discours des rois ici qui, voilà, lorsqu'on le lit, le développement efficace, c'est le discours des rois du 18 mai et de l'idéal. Qu'est-ce qu'il dit? Le développement efficace et durable ne peut se concrétiser que par le biais des politiques publiques intégrées. Tout ce qu'on peut trouver dans la terminologie d'un développement cohérent, etc. Intégré, s'inscrivant dans le cadre d'une entreprise cohérente, ça veut dire la cohérence institutionnelle entre les institutions, d'un projet global et d'une forte mobilisation tous azimuts
où les dimensions politiques, sociales, économiques, éducationnelles, culturelles, écologiques se conjuguent et se complètent. Donc déjà, on peut parler d'un portage politique. Mais dans la réalité, il reste toujours des efforts à faire pour l'ancrage de cette approche territoriale. Et donc, toujours dans le contexte national, cette approche territoriale pourrait être adoptée pour les raisons suivantes. Premièrement, pour renforcer le chantier de la décentralisation. Deuxièmement, renforcer la démocratie locale et participative. Et renforcer le développement local, participatif, intégré, intégrateur. Et la dernière raison, c'est pour renforcer l'optimisation et la convergence des stratégies de développement, parce que le territoire, c'est un espace par excellence de convergence de politiques publiques. Comme vous le savez, une politique publique n'a pas de sens s'il n'est pas territorialisé. Parce qu'on dit, je ne sais pas, la politique agricole au niveau national, mais s'il n'est pas sur le terrain et s'il n'est pas territorialisé, il n'a pas de sens. Il n'a aucun sens. Il n'a aucun sens. Donc il perd de sens s'il n'est pas territorialisé. Alors, toujours pour cette vision territoriale, donc c'est bon, c'est déjà assez. Alors, ce que je voudrais que vous reteniez suite à cette présentation, que au-delà des ressources disponibles, cette vision vise à développer un territoire, à valoriser ses différents systèmes relationnels, etc. Et également, cette approche, en définitive, c'est l'art de faire coopérer ensemble les entités administratives, politiques et d'autres acteurs. Donc, à long terme, on vise à faire émerger des logiques territoriales porteuses de dynamiques d'acteurs communaux. À court terme, à moyen terme, renforcer les capacités des communes, etc., au niveau territorial. Et à court terme, il s'appuie sur des outils de connaissance de territoire tels que le diagnostic territorial. Voilà, donc c'est ce que je voudrais que vous reteniez. Aussi, 5 nécessités pour réussir la vision territoriale. Donc d'abord, la nécessité d'harmoniser et de partager les concepts fondamentaux. Ça veut dire harmoniser, qu'est-ce que je veux dire par planification, qu'est-ce que je veux dire par diagnostic, qu'est-ce que je veux dire par vision. C'est des concepts peut-être à harmoniser parce que l'électure territoriale, c'est pas du tout facile, c'est complexe et il peut même créer un conflit intra-territorial au sein des territoires. Et peut-être on va parler de ça lors de la présentation du PCD comme instrument de planification territoriale. Il nécessite également la maîtrise des entraînements, des implications sur le plan temps, etc. La nécessité de convaincre les acteurs de l'importance de l'analyse de la planification. La nécessité d'ouvrir le territoire sur d'autres intervenants. Ce n'est pas le cloisonné. La nécessité d'adapter les concepts théoriques de l'approche et la réalité en négociation des objectifs immédiats. Ça veut dire la capacité d'adapter ce qui est universel au niveau territorial. Lorsqu'on parle comme ça de l'approche genre, il est conçu par exemple en Occident selon une logique, mais ici ça pose problème parce que normalement c'est une conception universelle, donc il est indivisible, il est normalisé, normatif, etc. Mais pour son applicabilité, par exemple, si on ne l'adapte pas, ça peut entraîner vraiment un conflit interne, peut-être à gérer. Alors, pour la réussite également des stratégies territoriales, 4 éléments essentiels. Donc, c'est la capacité collective de s'organiser, d'approprier et d'adhérer à la dynamique des processus. C'est également la capacité d'observer la réalité. Lorsqu'on dit observer la réalité, ce n'est pas un exercice conceptuel, mais c'est beaucoup plus dans le cadre de la lecture territoriale. Quelles sont nos capacités, quels sont les atouts, quelles sont nos limites, quelles sont nos faiblesses, etc. C'est l'interprétation de la réalité territoriale. Et territoriale dans son sens complexe. Territorial, humain, matériel, administratif, ethnique, etc. Madame, c'est jusqu'à 15 heures. Ok. Alors, articuler les priorités et les relations, les intérêts des acteurs et des communautés.
et également la capacité de négocier, de concerter sur les ressources disponibles et celles éventuellement à mobiliser. Voilà ces 4 conditions pour réussir une vision territoriale. Alors, je termine par ce diapo pour parler également de des limites de la vision territoriale. Donc, premièrement, il y a toujours cette difficulté d'implication des acteurs, donc ce n'est pas une chose aisée. Parler d'une manière enthousiaste au niveau du territoire, voilà, je vais mobiliser, etc. C'est pas facile, donc c'est une difficulté qui se présente dans les expériences qu'on a vécues sur le terrain. Également, la mutualisation inter-acteurs risque d'éviter les confrontations et faire naître des logiques d'action uniques et standards. La représentation des acteurs impliqués, chacun sa représentation. Et c'est arrivé lors du diagnostic, etc., lorsqu'on regroupe un ensemble de personnes pour débattre les priorités, par exemple. Quelles sont les priorités? Est-ce que c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'industrie, c'est les projets agricoles, c'est la femme, c'est l'enfant, etc. Selon les présents. Parfois, il y a ce problème. Les personnes influentes, ils réellement les priorités. Donc, c'est parmi les limites de la vision territoriale. Donc, les contraintes techniques et réglementaires, politiques et sociales, parmi les contraintes techniques, ça veut dire appréhender un territoire, ça suppose un ensemble d'outils vraiment techniques pour l'aborder, pour l'analyser, pour vérifier, pour suivre, pour contrôler, pour planifier. Donc, toute une réingénierie de développement qui s'impose. Également, une vision territoriale, elle peut entraîner une promotion d'une industrialisation locale à partir des ressources, mais d'une manière, je veux dire, en se basant sur des potentialités locales qui sont faibles et qui développent la dépendance. Par exemple, à Sousse, il y a quelques décennies, on a initié de grands projets agricoles au niveau de l'Agadir, etc. Mais il s'est avéré qu'on est en train de stresser la nature. Et donc ça devient un problème. Madame, de la région de etc. Le problème de l'eau s'impose actuellement au niveau de cette région. Peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions, peut-être que... Voilà, donc c'est quelques choses que je voudrais que vous redonniez. Alors, avant de passer à la deuxième partie, j'aimerais vous écouter si vous avez peut-être des choses des questions à me poser, je suis à votre disposition. Je voudrais vérifier une petite chose. Par rapport à l'éducation. Hein? On passe rapidement à autre chose. Parce qu'il y a également un besoin de coordination entre les intervenants. On ne sait pas le contenu etc. Ce qu'on a fait avec M. Dredd, c'est l'animation territoriale. D'accord. C'est un outil, l'animation est un outil pour le développement territorial. C'est un outil de mobilisation. Pourquoi j'anime? C'est pour mobiliser, pour approprier, pour etc. C'est la finalité de la mobilisation. Oui. Il y a beaucoup de concepts. Parfois, quand tu parles à part de l'Internet, il y a beaucoup de concepts. Comment dirais-je? Développement local, territorial, l'économie solidaire, l'économie sociale. Peut-être toujours c'est le même, ils ont un seul. Oui. Local par rapport au central, et territorial par rapport au central. Il y a, par exemple, au niveau de la répartition administrative, il y a un ministère qui est l'unité centrale. Les directions régionales, provinciales, etc., c'est des unités territoriales, rattachées à ministère. Donc, toujours lorsqu'on parle de développement local, c'est par rapport au central. Alors, pourquoi, par exemple, Alice Djali, il parle de la revanche des territoires. La revanche. Voilà. Donc, le retour des territoires. Avant, il n'y avait que les territoires, et le central était faible au moment de prédoctorat, avant même, dans les anciens régimes d'administration au niveau du Maroc. Ensuite, après la construction de l'État moderne, on a
on s'est trouvé devant un État centraliste. Donc ce qui doit passer à Internet, c'est ici. Tout dépend à partir du central. À partir du central. Donc le territoire central, le territoire doit être au service du central, c'est-à-dire les ressources, etc. Alors, or que le contraire est juste. Le central, avec ses capacités techniques, d'encadrement, d'organisation, il doit être au service du territoire. Voilà. On est contraint de revaloriser ces territoires à travers le développement local. Exactement. Donc, parce que le développement local, c'est territorial. Le développement local, c'est impérativement territorial. Voilà. Alors, il y a d'autres questions? Oui. On parle sur le développement territorial à travers une seule ressource majeure dans un territoire. Oui. Par exemple, l'eau. On parle de développement territorial à partir de mobiliser les ressources. Une seule ressource. C'est multidimensionnel. Une seule ressource ne suffit pas. Mais dans un territoire, souvent ça se passe comme ça. Dans un territoire, il faut chercher une ressource spécifique au territoire, qui sera le noyau dur d'un développement. On a 1000 exemples. Si on parle de Moulay des Hommes, vous connaissez Moulay des Hommes? Il y a un espace de peut-être de 100 mètres fois 100 mètres, ça veut dire là où il y a le mausolée de Moulay Idriss. Toute la ville, toute l'économie de la ville est fondée sur cette ressource spirituelle. Ok? C'est la même chose pour toute l'économie. Il y a le tourisme spirituel, il y a l'économie exagère. C'est la même chose pour. Je peux donner des exemples. Tout est relié. Tout est relié. Non, il y a d'autres. C'est la Corse. Parfois, on trouve une source halieutique qui développe toute une économie. Tout le monde travaille pour ça. Et une source minière, par exemple, à Jaraba. Il y avait le charbon. Donc, il y avait 70 000 habitants. 70 000 habitants. Toute l'économie de la ville, et même de la province, elle a été fondée sur le charbon. Lorsqu'on a fermé la ville, ça veut dire on a fermé la source économique, on a peut-être opté pour une approche sociale, ça veut dire la répartie, je vais rémunérer les sortants, etc. Et on a oublié l'alternative économique. Ça veut dire, on a le sens de l'alternative économique. Alors, maintenant, Les gens c'est la ville fantôme. C'est la ville fantôme. C'est parmi les rares provinces des Maroc où la population est en décroissance. 510 000, 90, 90, c'est pas peut-être actuellement, ils cherchent quelques solutions, tourisme, etc. Mais c'est très limité. Donc c'est pour cela, bon, c'est la question des ressources. C'est une question importante. Alors, le plus important parce qu'on parle également de l'intelligence territoriale. Il ne faut pas focaliser sur une seule ressource. Il ne faut pas focaliser sur un seul marché. Si nous avons un problème avec le marché européen, on doit chercher d'autres marchés. C'est la crise des tomates marocaines, etc. Donc, si par exemple, si on focalise notre économie sur les phosphates, ça sera une aventure. Donc, il faut diversifier. Si on focalise sur l'industrie, bon, il faut diversifier. Une économie compétitive, c'est une économie diversifiée en matière de ressources, diversifiée en matière de marché, diversifiée en matière également de manière de faire, etc. Le formel, l'informel, le structuré, le non structuré, l'artisanat, le modèle. Donc, c'est un tout. Oui. Donc, on continue. Très bien. Donc, alors maintenant,
j'aimerais que, bon, je souhaiterais que vous avez retenu cette logique territoriale. Maintenant, on passe à des outils opérationnels. J'ai un territoire, une commune, une région, une province. Comment je peux la développer? Quels sont les outils? Alors, parmi les outils à proposer, c'est le plan communal de développement. Bon, donc le plan communal de développement, il a été vraiment inspiré par la révision de la charte communale de 2009, qui dit que chaque commune doit établir, etc., son plan d'action pour les 6 ans, selon une approche participative, genre, etc., et une logique avec l'ensemble des acteurs. Ça, c'est l'article 36 de la charte communale. Voilà, donc, mais permettez-moi de vous rappeler un petit peu le contexte actuel des dynamiques. Donc, la première des choses, en 2009, vous avez constaté qu'il y a quand même une accélération au niveau institutionnel. Le rythme institutionnel devient de plus en plus rapide. Bon, en 2009, une nouvelle charte communale pour élargir les compétences des communes, etc., du président. Une régionalisation, un projet de régionalisation avancé en cours depuis 2010. Cette semaine, ou bien la semaine dernière, il y avait également la reprise de discussion au niveau des partis politiques, etc. En novembre, une nouvelle constitution. Donc, une nouvelle constitution qui a mis en exergue les politiques publiques, leur redevabilité, efficacité, le droit des citoyens à l'information, etc. Et donc la bonne gouvernance, la reddition des comptes, la transparence, etc. Donc, tous ces éléments ont été constitutionnalisés, ça veut dire mentionnés dans le document de l'institution. Également en 2012, un nouveau gouvernement qui a également mis en exergue l'importance de la mise en place d'un mécanisme de suivi, de contrôle, d'évaluation des politiques publiques de la programmation. Donc c'est le contexte global au niveau national. Alors, pour ce qui est de la planification communale, donc que ce soit dans le milieu rural ou urbain, c'est toujours un plan de développement, un PCD, un plan communal de développement, que ce soit de Rabat ou de, je ne sais pas, Roumanie, etc. Donc c'est la même chose, c'est un plan communal de développement. Donc un plan de développement communal, c'est un processus d'anticipation du futur et qui permet une vision partagée. Partagée, surtout partagée des acteurs territoriaux. Également une question de gestion de ressources humaines et matérielles. Une articulation interactive avec les politiques et les orientations des programmes, ça veut dire nationaux. J'agis au niveau du territoire, mais il y a une stratégie nationale. Il y a plusieurs stratégies, on peut en citer une vingtaine. Donc, les stratégies de l'artisanat, du tourisme, de l'emploi, encore maintenant de l'éducation, le plan Maroc vert, la stratégie agriculture, la stratégie de l'industrie, la stratégie. Donc, plusieurs stratégies de logistique, etc. La stratégie culturelle, la stratégie linguistique. Donc, pas mal de... Et donc, le local, la planification communale, est un lieu d'articulation entre ces stratégies à dimension nationale et leur déclinaison au niveau territorial. C'est ça la finalité également d'un plan de développement communal. Ce que je voudrais également, avant de passer au plan, c'est trois éléments essentiels. Pour le fondement, un territoire comme support, un diagnostic territorial comme outil et une planification territoriale stratégique. Pour ces deux derniers éléments, le diagnostic et le plan territorial, c'est la planification territoriale qui commence par un diagnostic et qui finit par un plan de développement
On va revenir par la suite. Alors, le projet de territoire est un processus qui vise d'acquérir aux acteurs locaux quatre compétences ou bien 4 capacités. Premièrement, la capacité de valoriser leurs ressources. Valoriser, c'est d'abord les connaître, les recenser, les dimensionner, les analyser et ça veut dire arrêter les limites et les atouts, etc. La capacité d'agir ensemble, ça veut dire fédérer, la capacité de fédération, la capacité de mobilisation autour d'un intérêt général territorial. La capacité de créer des liens entre les secteurs, lorsque le planificateur de l'éducation, lorsqu'il voudrait construire une école, il doit s'assurer de l'accès à l'école, ça veut dire qu'il y a un accès pour les élèves, etc. Il doit également s'assurer de l'eau pour l'école, parce que le besoin est là. Il doit s'assurer de l'électricité. Et donc, pas mal de secteurs qui doivent être convergés et pour pouvoir travailler ensemble. Enfin, la capacité à entrer en liaison avec d'autres territoires. Ça veut dire comment peut-on bénéficier des insuffisances des autres et ce que peuvent m'offrir. Donc, c'est la relation des territoires avec les territoires environnants. Ça, c'est un petit peu les principes. Alors, il y a un élément clé également, qui est le diagnostic. Pour parler diagnostic, on est vraiment dans le contexte d'analyser le capital social. Qu'est-ce que nous avons comme capital? En termes humains, en termes ressources, en termes matériels, culturels, politiques, administratifs, etc. Donc c'est un petit peu l'importance du capital social, ça veut dire analyser les atouts et les contraintes. Généralement, au niveau pratique, on utilise